Vocabulaire, unité 10, activité 4. Antoine. Tous les matins, je vois mon voisin trier ses ordures avant de les déposer dans la poubelle. Il fait très attention à ce qu'il y met. Je trouve ça vraiment génial. Cela fait plaisir de voir des gens si responsables et conscients de la planète. Jeanne. C'est incroyable comment l'être humain n'a rien à faire de la planète. Regardez tous ces mégots jetés par terre, c'est inadmissible. Ils n'ont pas honte. Théo et Sophie. Tu entends ? Le chien n'arrête pas d'aboyer. Cela me fait de la peine. Il pourrait au moins demander à quelqu'un de le garder. Tous les ans, c'est la même chose. Ce qu'ils font avec ce pauvre chien est lamentable. Évaluation, unité 1. Bonjour Martha Riffet. Vous êtes psychanalyste et thérapeute, spécialiste des relations conjugales. Les couples viennent souvent vous voir pour réparer des relations fatiguées. À quoi ressemble le couple parfait ? Il n'existe aucun mode d'emploi. Il s'agit d'un duo qui communique très bien. Il peut même se comprendre sans avoir besoin de parler. Mes patients pensent qu'un couple doit toujours être d'accord et que le conjoint idéal doit répondre à tous ses besoins. Pour ressembler à cela, certains décident de beaucoup communiquer, parfois trop. D'autres choisissent de ne rien se cacher et de devenir les meilleurs amis du monde. Vous expliquez que chercher la perfection est une erreur, c'est-à-dire ? Quand chacun imagine que l'autre est parfait, on est vite déçu. Je me souviens d'avoir reçu en consultation un homme infidèle, mais qui ne réussissait pas à se séparer de sa femme. Il me disait « Nous sommes un couple parfait, personne ne va comprendre. » Pensez-vous que cette attente de perfection démarre dès la rencontre amoureuse ? Oui, trop souvent. Nous n'acceptons aucune erreur. C'est dommage. Nous inventons la personne en face de nous et pensons qu'elle est parfaite. L'une de mes patientes m'a confié qu'elle avait rencontré un homme génial. Cependant, elle a trouvé leur premier baiser décevant. Je lui ai alors répondu que les premières fois peuvent être ratées. Ce n'est pas grave. Vous déclarez que les disputes sont nécessaires dans une relation amoureuse. Pourquoi ? Elles permettent de donner à chacun sa place dans le couple. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les mots qui sont dits pendant la dispute, mais ce que l'un et l'autre ressentent. Quand nous constatons que nous ne sommes pas entendus, écoutés, il y a 2 solutions. La première, se taire et voir son couple mourir. Ou la deuxième, bien poser des limites et montrer à l'autre ce qu'il doit respecter. C'est très important de dire ce qui n'est pas tolérable pour nous. Finalement, le couple parfait est celui qui a accepté son imperfection. Oui, c'est la seule réalité. Il faut accepter qu'un vrai couple est imparfait. C'est obligatoire. Et que peut-être nous allons beaucoup nous disputer, vivre 1 ou 2 histoires extra-conjugales, ne pas être les meilleurs communicants du monde. Cela ne nous empêche pas de nous entendre. Ce qui pousse les couples à rechercher la perfection, c'est le refus de l'échec. Selon moi, les couples les plus solides sont ceux qui ont une vraie reconnaissance de l'imperfection de l'autre et de la leur. Évaluation, unité 2. Bonjour Benjamin, bienvenue dans notre émission Voyage découverte, l'émission pour les amoureux des destinations lointaines, l'émission qui donne envie de découvrir l'histoire et la culture des peuples du monde. Aujourd'hui, vous allez nous parler du Canada et d'un merveilleux voyage que vous avez fait et que vous conseillez à nos auditeurs. Oui, Juliette. Nous avons fait un voyage de découverte historique au Québec, la belle province francophone d'Amérique du Nord, surtout connue pour ses richesses naturelles, ses grands espaces, ses lacs et ses forêts. Mais on ignore souvent, bien malheureusement, que cette destination est aussi une terre de culture. Nous sommes heureux de vous entendre car nous savons que cette province canadienne attire beaucoup de touristes. Mais c'est vrai que nous connaissons mal son histoire et sa culture. En fait, nous avons découvert plusieurs musées et, en particulier, le Musée national des beaux-arts de Québec, consacré à l'art et à l'histoire ancienne et récente du peuple québécois. Nous y avons aimé autant l'art ancien,
qui remonte à l'arrivée des Européens, que l'art du XXe siècle. Et vous avez eu la chance de découvrir la culture amérindienne. Bien sûr, nous avons visité le musée Micmac de Gaspé. Bien avant l'arrivée de Jacques Cartier en 1534, les Micmacs vivaient sur les terres de l'Est du Canada. Ce musée est entièrement consacré à leur culture. Un guide amérindien nous a fait visiter cette incroyable collection. Enfin, à Wendake, à côté de la ville de Québec, nous avons assisté à une célébration amérindienne, celle de la communauté Huronne qui a mis en valeur son riche patrimoine, ses traditions et ses rites. Quelle chance vous avez eue de découvrir les coutumes et les rites des Amérindiens! Et les villes comme Montréal ou Québec, avez-vous eu le temps d'y aller? Et les avez-vous aimées? Nous les avons trouvées éblouissantes, tout particulièrement l'emblématique ville de Québec, ville renommée pour son architecture française et britannique. Nous conseillons à nos auditeurs d'y rester au moins 3 jours. Et enfin, Montréal, la grande métropole où nous avons admiré la basilique Notre-Dame, magnifique architecture qui mélange les traditions anglaises, irlandaises et françaises. Et avant de rentrer en France, nous avons pu assister au festival de jazz. On a failli le rater, mais heureusement, on partait le lendemain. Évaluation, unité 3. C'est tout simplement génial! Après les cours à l'université ou le week-end, pour ne pas être seule, il me suffit d'allumer mon PC ou d'ouvrir une application sur mon téléphone et je peux discuter et jouer avec mes amis. Tu es sûre? Tu connais vraiment ces personnes? Tu les as rencontrées? Aucune d'entre elles, mais ce sont des amis quand même. On partage plein de trucs, nos passions, nos loisirs, nos endroits préférés. Ah bon? Tu ne fais pas de différence entre les amis virtuels et les amis réels? Tu es déjà parti en vacances avec ces amis que tu as rencontrés sur les réseaux sociaux? Pas vraiment. En fait, pas du tout. Il était question qu'on se rencontre avec certains, mais bon, le temps a passé et on n'a pas vraiment eu le temps. Mais on reste amis. Vraiment? Amis? Avec des gens que tu n'as jamais vus? Mais si! Tu peux entretenir une amitié grâce au chat, aux jeux en ligne, au téléphone, au partage de photos. Tout comme les amitiés de la vie réelle, les amitiés virtuelles naissent sur la base d'intérêts communs ou par le biais d'amis communs. Moi, mes amis, ce sont ceux que je vois régulièrement, ceux avec qui je sors. Et même ceux que je rencontre dans les endroits où j'aime aller ne sont pas tous mes amis. Ah bon? Pourquoi? Parce que je fais une différence entre un ami et un copain, entre un copain et une connaissance. Il y a une vraie différence pour moi. L'ami, c'est celui qui est fidèle et à qui tu peux tout dire. Tout. Le copain, c'est celui avec qui tu t'amuses, tu sors. Et la connaissance, c'est la personne que tu vois de temps en temps, généralement avec d'autres personnes. C'est un peu le copain des copains. Ok, je vois. Donc, toi, si tu reçois une demande d'amitié d'un strict inconnu sur un réseau social, tu n'y réponds pas. Tu penses que cette personne ne peut pas être ton ami? Si, bien sûr. Il faut d'abord que je fasse sa connaissance en vrai. Et tu ne partagerais pas non plus tes informations personnelles et tes photos avec de parfaits étrangers sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Non. En fait, je ne sais pas. Ça dépend. Et toi? Je le ferai sans problème. Ce sont mes amis, j'ai donc confiance en eux. Tu ne fais pas assez attention, je pense. Tu fais trop confiance aux gens. Évaluation, unité 4. Salut Samira, comment vas-tu? Bien, Rosanna. Et toi? Je vais très bien. Je pars au Sénégal dans 1 mois. Génial! Tu vas faire du tourisme? Oui, mais pas que du tourisme. En fait, je vais faire un stage de yoga kémétique. J'y vais avec 2 copines du travail. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un type de yoga d'origine égyptienne, assez peu connu en Asie, mais très répandu en ce moment en Afrique et dans pas mal de villes d'Europe. Tu ne voudrais pas venir avec moi? Mais je n'ai jamais fait de yoga kémétique et je ne suis pas certaine d'aimer ça. Je suis sûre que tu vas adorer. C'est un stage pour tous les niveaux, des débutants aux plus avancés. Mais pourquoi au Sénégal?
Tu ne veux pas faire ce stage à Paris? C'est possible, mais c'est mieux au Sénégal, car c'est là que tu trouves les meilleurs maîtres yoga kémétiques du monde. Et c'est le Sénégal! C'est une excellente occasion de découvrir autre chose. Oui, bien sûr. Mais on pourrait aller au Sénégal pour faire du tourisme seulement. On n'est pas obligé de faire du yoga 4 heures par jour. Mais ce n'est pas 4 heures par jour. C'est 1h30 le matin, très tôt, à 5h30. Et le soir, avant le dîner, il y a une autre séance d'1 heure. Le reste du temps, tu fais ce que tu veux. Tu peux te promener, faire des excursions dans la région. Mais pourquoi souffrir? Je n'ai pas envie de me lever à 5h30 si je suis en vacances. Tu ne vas pas souffrir, bien au contraire. Tu vas revenir chez toi, après cette semaine au Sénégal, plus détendu, moins stressé et en meilleure forme. Bon, écoute, je ne sais pas quoi te répondre, mais je te remercie pour ta proposition. Laisse-moi réfléchir et je te rappelle demain pour te donner ma décision. Génial. Alors à demain. Je t'embrasse. Évaluation unité 5. Améliorer la qualité de vie au travail. À une époque où le changement technologique vient révolutionner leurs habitudes, les entreprises sont amenées à s'adapter. Internet et les réseaux sociaux créent de nouvelles conditions et pour beaucoup d'entreprises, c'est l'opportunité pour s'interroger sur la qualité de vie au travail. Voici 5 exemples d'innovations qui participent de cette recherche du bien-être en milieu professionnel. Envie d'une bulle de silence pour vous concentrer? Cette innovation est faite pour vous. Grâce à ce dispositif, les conversations de vos collègues arriveront à vos oreilles beaucoup moins fort. Un boîtier réduit le volume des conversations pour vous offrir un espace sonore protégé. Vous pourrez enfin travailler en toute sérénité. Être sensible au bruit environnant concerne plus de 60% des salariés en France et en Europe, parmi lesquels plus de 50% le ressentent comme une véritable gêne. Les relations sociales sont l'une de vos principales motivations au travail? Ne ratez pas le premier réseau social créé pour la recherche du bonheur en milieu professionnel. Les statistiques publiées sur son site révèlent les nombreux bénéfices liés au bonheur au travail. Un salarié heureux serait bien plus créatif, productif, loyal et beaucoup moins malade qu'un salarié mécontent. Comment y arriver? L'idée est de créer une ambiance chaleureuse au travail et de dynamiser les relations sociales. Pour cela, le réseau social propose entre autres de se retrouver entre salariés pour faire des sorties, aller ensemble au bureau, faire ses courses et participer au changement de l'entreprise. De nos jours, les journées calmes font figure d'exception. Vitesse, stress et hyperconnexion font partie du quotidien professionnel. Dans ce contexte, une bonne sieste peut permettre de retrouver le calme et d'améliorer la productivité. Les capsules de sieste sont là pour rendre cette pause possible aussi sur votre lieu de travail. Disponible en location, elle crée une ambiance propice à la détente et à la sérénité grâce à des musiques calmes et à des jeux de lumière. Vous pouvez vous y détendre et vous y allonger 20 minutes au calme. La durée nécessaire pour s'isoler du rythme fou du monde professionnel sans pour autant s'endormir. Se sentir bien dans un espace, y trouver les outils adaptés et l'aménagement idéal pour chaque tâche participe aussi de notre bien-être et de notre créativité au travail. 2 entreprises se sont penchées sur cette idée pour proposer des bureaux modernes qui associent espace et technologie. Les bureaux créatifs immersifs. Le résultat est une offre variée pour répondre aux besoins d'une équipe de collaborateurs. Des espaces confidentiels ou d'accueil, pensés pour du travail en solo ou en équipe. Le design des salles s'adapte aux nécessités de l'entreprise. Enfin, pour plus de santé au travail, le sport fait depuis longtemps partie des offres à disposition des employés. L'innovation ici se retrouve avec toujours plus d'objets connectés qui vous permettent de suivre vos progrès sur le temps et vous poussent à pratiquer des activités physiques.
Évaluation unité 6. La pollution de l'air, un problème mondial. Dans le monde, sur 10 personnes, 9 respirent de l'air avec des niveaux élevés de polluants. C'est ce que rapporte l'agence de l'ONU. Elle précise par ailleurs que ces chiffres restent les mêmes d'une année sur l'autre. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime de son côté que le nombre de morts par an causés par la pollution atmosphérique s'élève à 7 millions de personnes. Les pays pauvres ou à revenus moyens sont les plus touchés, 90% des décès. C'est au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est qu'on a mesuré les niveaux de pollution les plus élevés. D'après le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, la pollution de l'air nous menace tous, mais ce sont les personnes les plus pauvres et les plus marginalisées qui portent le poids du fardeau. Les conséquences sur la santé de la pollution atmosphérique sont multiples. Les particules fines, présentes dans l'air pollué, entrent dans le système respiratoire et cardiovasculaire et créent des dommages à différents niveaux. Cela peut entraîner des accidents vasculaires cérébraux, AVC, des pathologies cardiaques et des cancers du poumon. Heureusement, il existe une prise de conscience globale des dangers liés à la pollution de l'air. Toujours plus de pays et de villes se mobilisent pour la propreté de l'air. La préoccupation devient internationale, comme le démontre l'allongement de la liste de participants dans la base de données de l'OMS sur la qualité de l'air. Et certaines initiatives, comme celle du Mexique et de l'Inde, montrent que les mesures prises au niveau gouvernemental peuvent être efficaces. Évaluation unité 7. La mode est parfois perçue comme superficielle ou réservée aux riches. Pourtant, elle a eu une grande influence sur la libération de la femme. Il faut d'abord citer Coco Chanel, de son vrai prénom Gabrielle. Cette couturière française a révolutionné la mode pour femmes. Elle libère les silhouettes des normes imposées et fait des vêtements avant tout quelque chose de pratique. C'est à son époque que certaines tenues auparavant réservées aux hommes passent dans la garde-robe féminine. Et si Coco Chanel a libéré la femme, Yves Saint-Laurent lui a donné le pouvoir, déclarait Pierre Berger, le compagnon du célèbre couturier. Et en effet, Yves Saint-Laurent est encore aujourd'hui une référence dans la mode. Il a rendu populaire le smoking féminin et la saharienne, deux tenues qui n'étaient en rien dans les habitudes de l'époque. Il a offert aux femmes des silhouettes pleines d'assurance qui renvoient à l'évolution de leur rôle dans la société. Dans les années 60, en Angleterre, une autre femme couturière lance un vêtement qui change la mode. Il s'agit de Marie Kant, qui invente la mini-jupe. En France, André Courrèges revendique lui aussi cette jupe toujours plus courte et pratique. Évaluation unité 8. Exercice 1. Comme vous le savez, Karim Affel, l'animateur de Focus, notre émission de journalisme d'investigation, a annoncé qu'il arrêtait les réseaux sociaux pendant un mois. Nous vous partageons quelques réactions de nos auditeurs. Stéphane. Ce qui m'a motivé à faire comme vous, à me déconnecter des réseaux sociaux, c'est un sentiment de dépendance. J'avais l'impression de perdre le contrôle et aussi tout simplement de perdre mon temps. Darius. Pour moi, c'est la deuxième fois que je me déconnecte complètement. Je l'avais déjà fait après la naissance de mon fils. Ça fait beaucoup de bien. Mais il faut le faire petit à petit. C'est presque une question d'hygiène numérique. Cathy. Depuis les dernières vacances, je me suis fixé comme règle de regarder Facebook uniquement les fins de semaine. Cela me permet de donner une plus grande priorité aux choses qui comptent vraiment pour moi. J'aimerais bien continuer comme ça toute l'année. Arrêter complètement les réseaux sociaux ne me plairait pas non plus. Il y a des articles vraiment intéressants et inspirants qu'on trouve sur les fils d'actualité. Évaluation unité 8. Exercice 2. Sur les réseaux sociaux, certaines photos virales sont en réalité des photomontages.
Ce phénomène prend encore plus de force quand il y a des catastrophes ou une situation de crise dans un pays ou une ville. Certaines personnes s'amusent alors à orienter les réactions des internautes avec le partage de photos qu'elles modifient dans le but d'exagérer les événements ou, au contraire, de leur faire perdre de leur importance, de les rendre moins graves. Pour vérifier l'authenticité d'une photo publiée sur la toile, il existe cependant de nombreux outils. Des sites permettent de retrouver la source originale de l'image partagée. On peut aussi faire ce travail de vérification d'informations sur son téléphone grâce à des applications spécialisées. Comment ça marche ? Il faut d'abord télécharger l'image en question, puis demander à ces différents outils de retrouver les images similaires. On recherche alors sur quel site web a été publiée la photo au tout début et on compare les informations qui y figurent. Retrouver l'origine de la photo permet de savoir si la source est sûre et de vérifier que l'image n'a pas été sortie de son contexte. Évaluation unité 9. Bonjour Madame Perrin. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, que puis-je faire pour vous ? Comme vous le savez, j'ai un compte dans votre agence depuis plus de 15 ans maintenant et je souhaite cette année faire une demande de prêt. Très bien. Et en quoi consiste votre projet ? Il s'agit d'un projet immobilier ? Oui, j'envisage d'acheter une petite maison dans le sud de la France, une résidence secondaire pour les vacances avec ma famille. Et pour réaliser ce projet, j'ai besoin de faire un emprunt. Vous avez déjà trouvé la maison ? Oui, je l'ai visitée il y a quelques jours avec mon mari. Nous l'avons adorée et nous sommes pressés de réaliser ce projet. D'accord. Elle est évaluée à combien cette maison ? J'évalue le coût de mon projet à 250 000 € environ. Je dispose d'un apport personnel de 100 000 €. Si je compte les différents frais et quelques travaux que je souhaite réaliser dans la maison, j'aurai besoin de 200 000 €. Je comprends, c'est un beau projet. Et en combien de temps pensez-vous pouvoir rembourser cet emprunt ? Je pensais à 15-20 ans environ, selon les conditions du prêt. En ce moment, les taux d'intérêt sont plutôt intéressants. C'est une bonne nouvelle. Mais je vois que vous avez déjà un emprunt en cours. Il faudrait calculer votre capacité d'emprunt. Bien sûr. Je dois finir de rembourser ce prêt à la fin de l'année. Je souhaiterais pour ce nouveau prêt rembourser la même mensualité, c'est-à-dire 900 € environ par mois. Oui, ça me semble possible. Parfait. Et de quoi ai-je besoin pour faire la demande ? Dans un premier temps, nous allons faire une simulation de prêt en fonction de vos revenus et de vos dépenses fixes. Puis, je vous ferai une proposition. Vous pourrez l'étudier et nous en reparlerons lors d'un prochain rendez-vous dans 2 semaines. Cela vous convient ? C'est très bien. Je vous remercie. Évaluation unité 10. Les bons plans, les belles initiatives sont sur France Bleu Paris dans le Paris Positif tous les matins avec vous Frédéric Le Ternier en direct. Alors, vous habitez Paris, vous avez plus de 65 ans, un nouveau service gratuit vous attend. Mais oui, être accompagné gratuitement dans des déplacements à hauteur d'1 fois par semaine. Alors que ce soit pour des petites courses ou des rendez-vous chez le médecin, ça s'appelle Paris en compagnie. Et ce service permettra donc à ces personnes non seulement, vous l'avez compris, de bénéficier d'un coup de main non négligeable pour les sorties, mais aussi évidemment de ne plus être isolé. Alors on va découvrir ce matin avec l'adjointe à la mairie de Paris en charge des seniors et de l'autonomie. Bonjour Gala Bridier. Bonjour. Du coup, vous faites appel aux Parisiennes et aux Parisiens pour accompagner les plus de 65 ans seuls. Ce sont les Parisiens qui vont s'en charger ? Alors voilà, c'est ce service que nous lançons aujourd'hui, Paris en compagnie, qui va reposer effectivement notamment sur le volontariat et le bénévolat des Parisiens, de citoyens engagés. Il y a déjà depuis 1 mois près de 200 Parisiens, citoyens engagés qui ont manifesté leur intérêt pour réaliser des accompagnements de seniors isolés. Et est-ce qu'ils vont suivre une petite formation pour cela ? Bien sûr, évidemment, ils seront formés avant d'être habilités à aller se rendre au pas de porte des seniors. Et comment ça fonctionne ? Ils vont se géolocaliser, ces Parisiens bénévoles, pour découvrir les besoins des personnes âgées autour d'eux ?
Alors en effet, nous sortons une application autant sur Android que sur Apple dès aujourd'hui pour que les citoyens engagés donc se connectent et soient activés, si je puis parler comme ça, pour se manifester d'abord autour de chez eux parce que c'est ce qui sera le plus simple, mais surtout aussi pour communiquer avec l'opérateur de Paris en compagnie. La durée, ça peut aller jusqu'à 4 heures de temps. C'est vrai que ça peut être long, un rendez-vous chez le médecin ou autre. Ça peut être un accompagnement à pied, en voiture ou en transport en commun ? Alors, c'est essentiellement à pied et en transport en commun. D'accord. Est-ce que, je le disais tout à l'heure, au-delà du service, ça permet aussi de sortir de l'isolement, de créer un lien avec ces personnes qui se sentent seules ? L'objectif de Paris en compagnie, le premier objectif, c'est vraiment celui-là. C'est de briser les solitudes, de rompre l'isolement des seniors qui, on le sait, même dans une grande ville comme Paris, est très important. Une étude récente des Petits Frères des Pauvres, qui est d'ailleurs opérateur de Paris en compagnie, a montré dernièrement qu'il y a dans les grands centres urbains près de 25% des seniors qui sont très isolés. Et c'est peut-être même encore plus dur dans une grande ville, on se sent peut-être encore plus seul dans ces cas-là. Alors allez-y, foncez, Parisiens, Parisiennes qui est à l'écoute. Paris en compagnie, ça commence aujourd'hui. Ouais, la preuve que le Parisien est solidaire. Hein. Oui, bien sûr. Évaluation unité 11. Ce soir, notre invité spécial Clément Durand va nous parler d'une station de métro fantôme située en plein cœur de Paris. Bonsoir Clément, de quoi s'agit-il ? Alors tout le monde l'a déjà vu sur grand écran, mais personne ne s'y est arrêté depuis 1939. La station Porte des Lilas Cinéma est une station fantôme. C'est une station fermée aux voyageurs du métro parisien, mais prisée des réalisateurs. Et où se trouve-t-elle exactement ? Chaque jour, des milliers de voyageurs transitent par la station Porte des Lilas. Ils ne se doutent pas que derrière une porte grise se cache une autre station, qui est un véritable plateau de cinéma où se tournent en moyenne 5 films par an. Pourquoi les réalisateurs tournent souvent dans les stations du métro parisien ? Le métro est une source d'inspiration pour les réalisateurs. Il situe tout de suite l'action dans Paris. Il illustre la vie quotidienne des Parisiens. On tourne seulement des films de cinéma dans le métro ? Pas du tout. On y tourne des longs métrages pour le cinéma, mais aussi des téléfilms, des séries télévisées ou des clips vidéo. Et chaque année, combien de films sont tournés en moyenne dans les stations ? Sur l'ensemble du réseau parisien de transport en commun, environ 70 films sont tournés chaque année. Ils sont tournés dans le métro, les autobus ou le tramway. Quelles sont les stations de métro les plus recherchées par les réalisateurs ? Les réalisateurs apprécient la ligne 6 pour sa vue sur la Tour Eiffel avec le métro aérien. Ils aiment bien la ligne 10 parce qu'elle est très longue et aussi la 3 bis. Cette ligne n'est pas très fréquentée et les réalisateurs peuvent privatiser une voiture pendant les heures creuses. Pour tourner un film dans une station de métro, il faut beaucoup d'organisation, j'imagine. Absolument. Les tournages nécessitent de grosses équipes avec beaucoup de figurants. On propose souvent aux réalisateurs de tourner de nuit, entre 1h et 5h du matin, quand le trafic est interrompu. Quel est le coût pour un réalisateur ? Une journée de tournage coûte entre 15 000 et 18 000 euros. Et la société qui gère le métro parisien met à disposition des réalisateurs une quinzaine de personnes. Conducteurs, électriciens, gardiens, agents de voirie. Le personnel doit se réjouir de l'expérience. Bien sûr. En général, ils sont plutôt contents. Ça les change de leur quotidien. Évaluation unité 12. Alors Jonas, tu prends toujours des cours de dessin ? Oui. À la fin de la semaine, je finis mon premier module consacré au street art. Et je vais sûrement poursuivre le mois prochain avec un nouveau module. C'est dingue ! Je ne savais pas que tu t'intéressais à l'art comme ça. Toi qui n'acceptais jamais mes invitations pour aller au musée le dimanche matin. Je vois que tu as changé. C'est vrai, je ne m'étais jamais intéressé à l'art avant. Et j'avais tort. Et qui est-ce qui t'a fait changer d'idée comme ça ? Une femme ? Pas du tout. C'est vraiment le hasard. Un jour, j'ai vu passer une annonce pour un cours gratuit sur le street art dans Paris. Tu sais, les pubs qu'on voit passer sur les stories d'Instagram. Comme je n'avais pas grand-chose à faire ce jour-là, j'ai décidé d'y aller et je me suis tout de suite passionné pour le dessin. C'était vraiment fascinant.
Et depuis ce jour-là, je n'ai plus quitté cette école. Et ça te plaît toujours? Plus que jamais. Je suis très satisfait de la formation. Je trouve qu'elle est très complète. On apprend beaucoup de choses en seulement 2 heures de cours. Et je ne vois même pas le temps passer. Et tu prends des cours tous les jours? Non, 2 fois par semaine seulement. Le mardi et le jeudi soir de 19h30 à 21h30, juste après le travail. C'est un moment de détente avant de rentrer à la maison. Les enseignants sont comment? Ils sont très motivants et dynamiques. Les cours commencent toujours par une petite introduction théorique de 30 à 40 minutes environ. On nous fait visionner des vidéos avec des artistes connus du monde du street art. On lit des textes, on exprime nos sensations et nos réserves sur des œuvres. Puis on passe à la pratique. Tu imagines? En quelques mois de cours, j'ai réussi à peindre une fresque tout seul. Effectivement, ça a l'air intéressant. Tu m'as donné envie. Tu crois que je pourrais venir un jour avec toi pour assister à une séance? Bien sûr, tu ne le regretteras pas. Viens avec moi mardi prochain faire un cours d'essai.